Ces images pas si vieilles montrent pourtant une situation qui n'existe plus, car aujourd'hui cette station de ski ressemble plutôt à ça. Et ce type de friche, je n'imaginais pas qu'il y en avait autant en France. Salut et bienvenue dans Lucas Explique. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des hôtels abandonnés en Polynésie. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au cours d'une des interviews, l'un des chercheurs m'a mentionné un phénomène d'abandon bien plus proche en France métropolitaine. Des stations de ski fermées, j'en avais déjà vu une ou deux, mais je sous-estimais complètement leur nombre. Pour moi, le ski, ça évoque plutôt ça, plutôt que ça. On va explorer ensemble plusieurs de ces sites fermés dont certains sont impressionnants. On a quand même l'impression qu'on est encore au début de l'histoire de ces fermetures. C'est un phénomène qui est total, il touche tous les massifs de montagne. Alors que nous racontent ces stations à l'abandon, je vous explique. Près de Chamonix, rentrons dans cette station de téléphérique. Embarquer pour une petite piste, ça vous dit? Si on regarde bien, ça va être un peu difficile. La cabine n'a plus de fenêtre, au mur cette pub vante une marque d'alcool disparue depuis longtemps, et dehors, entre ces poteaux rouillés, il n'y a plus de câble. Ce domaine de ski de descente a fermé dès le début des années 1950. En France, ce serait le premier mis à l'arrêt, mais bien loin d'être le dernier. Ça fait à peu près 100 ans qu'on construit des remontées mécaniques pour la pratique du ski en France. J'ai une passion pour cette histoire à la fois de l'aménagement et puis cette histoire un peu parallèle qu'on connaît moins, celle du désaménagement de la montagne. En cherchant, je suis tombé sur de nombreux autres sites de ski de descente et de ski alpin qui ont cessé de fonctionner, dont plusieurs beaucoup plus récemment. C'est une décision très difficile à prendre, effectivement. Oui. Mais sans plus tarder, explorons la diversité des friches existantes. Ces images, elles montrent un temps révolu. Pendant des décennies, cette station fait le bonheur de milliers de skieurs et de skieuses. Si on se fie à ce plan, cette station compte une vingtaine de pistes et une dizaine de téléskis. Vous savez, c'est les perches qui permettent de remonter en haut des pistes. Mais plus récemment, ces images laissent place à celle-ci. Nous sommes dans le massif des Alpes, dans la station de Seos 2000, à l'arrêt depuis 2015. On se retrouve dans des lieux où il n'y a pas de ski, mais pourtant tout nous rappelle qu'il y a eu du ski à une époque. À travers ces photos prises en 2018, on retrouve plusieurs traces du passé. À commencer bien sûr par le reste des téléskis, mais aussi cette boîte aux lettres, cette dameuse, ce guichet de vente qui semble figé dans le temps, et plusieurs anciens hébergements pour les skieurs. Déplaçons-nous maintenant à l'autre bout de la France, dans les Pyrénées, à cet endroit. On dirait une forêt, mais si on regarde de plus près, on retrouve là aussi des traces d'un site de ski alpin abandonné. Ce site est délaissé depuis une vingtaine d'années. Alors c'est des cas très très rares où là, les remontées mécaniques sont pleinement au milieu de la forêt, complètement recouvertes. En voyant tous ces vestiges liés au ski alpin dans des endroits très différents, je me suis demandé à quel point c'était un phénomène massif. Et si on savait combien il y avait de sites qui ont déjà fermé en tout en France. Chercher à les compiler, ça devient alors une sorte de chasse au trésor. Il faut se plonger dans des articles de presse locale ou dans des blogs spécialisés, utiliser des vues satellites ou d'anciennes photos, aller sur le terrain. C'est une quête dans laquelle s'est notamment lancé Pierre-Alexandre Métral pendant des années pour sa thèse. Et cette carte présente son état des lieux en 2022. Ici les points verts, ce sont les sites de ski alpin qui sont encore en activité. Maintenant, en rouge, voici les sites déjà fermés depuis 1950. En tout, il en a recensé près de 200. 200 sites de ski alpin déjà à l'arrêt dans l'Hexagone. Je pensais pas du tout qu'il y en avait autant. Là, on retrouve le plus de sites fermés, c'est dans les Alpes, parce que c'est le massif où il y avait le plus d'opportunités pour créer des remontées mécaniques. Mais lorsqu'on fait le ratio entre le nombre de sites qui sont aujourd'hui fermés et le nombre de sites encore actifs, c'est plutôt la moyenne montagne qui voit un taux de fermeture être le plus haut. Je pense au massif du Jura, au massif des Vosges. Dans le massif central, il y a plus de sites qui ont cessé d'être exploités qu'il n'y en a d'encore actifs aujourd'hui. Si on prend l'ensemble des stations créées en France depuis les débuts du ski, c'est presque 1 sur 3 qui a déjà été arrêtée. Alors il y a des fermetures emblématiques comme le téléphérique des glaciers qu'on a vu au début, et si cette fois on se déplace à 20 km de Grenoble, près de Saint-Nizier-du-Moucherotte, on peut voir cette fois un tremplin de saut à ski construit pour les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Abandonné depuis la fin des années 1980, il se détériore lentement pendant des décennies. Un sort partagé par plusieurs pistes de ski et remontées mécaniques de cette station. Souvent, le regard qu'on a sur ces domaines ski à fermer s'ancre sur ces minorités qui sont assez spectaculaires, mais qui ne dépeignent pas forcément du panorama de tous les sites qui sont fermés en France. Pour mieux explorer les 200 stations fermées, Pierre-Alexandre les a classées en 3 catégories, en fonction de leur taille et de leur équipement. Prenons donc 3 exemples. Voici d'abord les cochettes, les restes d'un petit téléski et d'un parking. Ils font partie de la catégorie des centres de ski. Et en 2020, ces centres de ski représentaient environ 7 sites fermés sur 10.
On partait de territoires qui étaient à dominante agricole, avec des populations qui s'en allaient travailler en ville. Et le ski a donné un petit peu de joie. Ce sont surtout des tout petits centres de ski sociaux, d'apprentissage de proximité qui ont cessé leurs exploitations. Voici maintenant la Sambuie. On y trouve un peu plus de remontées à l'arrêt, mais aussi une ancienne école de ski, un restaurant et d'autres services. Il s'agit cette fois de la catégorie des stades de neige, qui représente environ 2 sites fermés sur 10. Enfin, il y a les domaines plus grands comme Séouz dont on a parlé tout à l'heure, qui comptent en plus des hébergements permettant un séjour sur place. Ces domaines font partie de la catégorie des petites stations touristiques qui représentaient environ un site fermé sur 10 en 2020. Mais depuis plusieurs années, les fermetures de cette dernière catégorie sont de plus en plus nombreuses. En découvrant ces nombreux abandons, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient avoir des conséquences très variées et très concrètes. Direction le Vercors, dans cette station ouverte à la fin des années 1960 et à l'arrêt depuis 2018. Pour les vacances de février, la station était pleine, quoi. Et il y avait beaucoup de skieurs qui aimaient venir ici et beaucoup de skieurs ont appris à skier ici. En plongeant dans ces images de 2019, on découvre plusieurs traces du passé révolu. Ici, l'ancienne dameuse pour tracer les pistes, là d'anciens hôtels qui s'abîment, ici encore le magasin où on pouvait louer ses skis. Ces vestiges rappellent que dans plusieurs cas, quand les stations ferment, ça peut d'abord peser sur l'emploi et l'économie locale. Si on veut attirer de la clientèle, notamment pour l'hôtel qui a à vendre, il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait quelque chose. À vouloir maintenir en vie ces domaines skiables, certaines communes ont généré un endettement qui est parfois assez important, jusqu'au cas où on est contraint à la fermeture et que ces communes supports doivent continuer à rembourser cet endettement, parfois pendant presque une dizaine d'années. Ces bouleversements peuvent bien sûr varier selon plusieurs critères, et notamment la taille de la station. En parallèle, je me suis demandé si ces stations fantômes peuvent avoir des conséquences sur les paysages et les animaux. Pour ça, direction le Massif central près du village de Saint-Anthème. Ces téléskis de la Haute-Vallée, qui tournent bien dans les années 1970, sont subitement mis à l'arrêt au début des années 1980. Dans cet article, 2 géographes listent plusieurs problèmes après l'abandon. Les équipements rouillent, les pylônes défigurent le paysage et des hydrocarbures laissés sur place menacent la rivière. Et ce n'est pas un cas isolé. La friche de remontée mécanique, elle a un impact écologique. Alors je n'ai pas trouvé d'études qui quantifient précisément l'étendue des impacts à l'échelle du pays, mais dans ce document de 2018, l'association Mountain Wilderness s'inquiète de nombreux risques. Pour les promeneurs par exemple, l'association cite notamment un risque d'effondrement de certains bâtiments et conseille donc de s'en tenir éloigné. Pour les animaux et les paysages naturels, les dangers de ces friches sont plus nombreux. Les câbles laissés sur place pourraient couper la route des tétras et des aigles. Les poteaux pourraient piéger des mésanges, des chouettes ou des écureuils par exemple. Quant au reste des cabanons des remontées mécaniques, ils abritent parfois des huiles de moteur, de l'amiante, des plastiques ou d'autres produits potentiellement toxiques ou polluants qui peuvent se retrouver après dans la nature. Allons voir dans les Alpes, près de Saint-Firmin. Ici, le téléski des Vachers est toujours bien visible après 17 ans sans utilisation. Ce jour d'octobre 2022, je filme ces bénévoles et cette entreprise en train d'abattre les poteaux. Ils les découpent ensuite en morceaux. L'homme, lorsqu'il agit dans cet environnement, il doit pouvoir aussi anticiper la fin de cette installation pour que la nature retrouve ses droits. Au total, 8 tonnes de métaux sont récupérées par un ferrailleur pour être recyclés. Et c'est aussi le cas en 2007 de ces téléskis de la Haute-Vallée dans le Massif central dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le but de ces démontages, c'est en gros de rendre les sites à la nature et d'éviter plusieurs conséquences qu'on a pu voir. Faut savoir qu'à peu près les 3/4 du parc de remontée mécanique des sites fermés qui ont déjà été retirés, ce qu'on va retrouver, ça va être le plus souvent un alpage. Les seules traces qu'on pourra lire de l'ancienne implantation de ces domaines skiables, ce sont des trouées forestières, donc pour le passage des remontées mécaniques et des pistes. Vous vous souvenez de cette carte avec les stations fermées? Alors combien reste toujours à l'abandon aujourd'hui? En cherchant, je suis tombé sur cette carte d'avril 2024, selon laquelle il resterait 56 sites, répartis dans plusieurs massifs montagneux comme vous pouvez le voir. En tout, ces sites rassembleraient 101 remontées mécaniques toujours abandonnées. Alors pourquoi ne pas toutes les démonter? Déjà, la loi prévoit le démontage seulement depuis 2016 et elle n'est pas rétroactive pour les stations construites avant. Ensuite, démonter, ça a un coût que les communes ou les entreprises ne veulent pas ou ne peuvent pas toujours financer. Ces dernières années, les démantèlements volontaires ont notamment été organisés par des communes, des parcs régionaux
régionaux ou nationaux, ou des associations comme Mountain Wilderness qui revendiquent le démontage d'une vingtaine d'appareils. En 2020, c'est le syndicat professionnel des domaines skiables qui annonce qu'à partir de 2023, il éliminera 3 installations obsolètes chaque année. Et il y a un autre point important. Ces stations et remontées de ski dont on parle depuis le début, eh bien ils sont souvent très importants pour pas mal de gens qui vivent autour. C'est bien parce qu'il y a tous les amis et on passe un bon moment. C'est une station super sympa pour venir skier 2 heures avec les petits, hein. C'est lorsqu'on parle avec les habitants qu'on se rend compte de tout l'engouement et toute l'effervescence qu'il y avait autour du ski. Alors souvent, il y a eu plusieurs phases de fermeture et ouverture et on se dit que potentiellement, ce n'est qu'un épisode passager et que les appareils peuvent resservir. Les gens qui nous disent « Ah, mais moi j'ai appris à skier ici, j'aimerais bien que mes enfants apprennent à skier ». Ça peut être aussi des témoins historiques. Près de Chamonix, le téléphérique des glaciers que je vous ai montré tout à l'heure est l'une des toutes premières remontées mécaniques touristiques en France. Son inauguration remonte à près d'un siècle. Là, on est face à des technologies très anciennes. On a des gares de téléphériques en pierre de granit de taille, on dirait un château fort au milieu de la montagne. Il existe quelques exemples, mais qui sont très rares, de mise en valeur de ce passé touristique. Dans cet autre article, des géographes estiment qu'il revient aux populations et aux élus de décider si ces installations ont un intérêt patrimonial ou si elles doivent être démantelées du fait de leur impact paysager et du danger qu'elles représentent pour les hommes, la faune et l'écosystème. Enfin, en dehors de la friche en total abandon et du démontage, il existe un troisième type d'évolution. Parfois, ces stations se transforment et ont une sorte de deuxième vie qui peut être organisée soit par des collectivités, par des gérants ou d'autres personnes et prendre des formes très variées. À Bellefailly, dans les Vosges, un ancien petit téléski a été intégré dans un parc d'hébergement insolite fait de cabanes. Je pense à Saint-Honoré 1500, qui est encore habité par une 50aine d'habitants. Les gens choisissent d'y habiter parce que le cadre de vie y est plutôt très agréable. Des logements à vocation de séjour deviennent des résidences permanentes. Certains domaines deviennent des stations pour d'autres activités d'été ou d'hiver, comme le VTT ou la randonnée par exemple. Dans cette vidéo, on a pu se pencher seulement sur quelques exemples, mais je vous mets plusieurs liens qui décrivent d'autres stations fermées, abandonnées ou transformées sous la vidéo. S'il y en a une près de chez vous, n'hésitez pas à nous raconter son histoire en commentaire pour compléter le panorama. Quel que soit ce que deviennent ces stations, il y a un point fondamental qu'on n'a pas encore vu. Pourquoi un site alpin sur 3 a déjà fermé en France? Qu'est-ce qui cause toutes ces fermetures? Plongeons dans le Doubs, à l'est de Besançon. À cet endroit tourne pendant des décennies un petit téléski à enrouleur. Vous savez, c'est un peu comme le tire-fesse classique, sauf que là quand on tire, il y a un fil qui se déroule. Dans ce cas, la raison principale de l'arrêt en 2019 semble assez spécifique. Ça se retrouve surtout dans le massif des Vosges et du Jura, des petits exploitants privés qui ont à la fois construit les remontées mécaniques et puis les ont exploitées, et puis au moment de prendre leur retraite, s'il n'y a pas de transmission, ces domaines skiables sont contraints à être mis à l'arrêt. Nous voici maintenant à Saint-Honoré 1500. En 1993, plusieurs de ces grandes résidences prévues pour des centaines de skieurs sont abandonnées avant d'être terminées. Plusieurs articles expliquent que l'ambition était surestimée par rapport au potentiel de la station. Ils pointent également les condamnations du promoteur, notamment pour escroquerie et détournement de fonds. En dehors de ces cas très spécifiques, est-ce qu'il y a des explications que l'on retrouve souvent? La cause de fermeture principale, c'est le motif économique, c'est-à-dire que ces domaines skiables ne sont pas rentables. Retour sur les pistes de la Sambuie. Ce graphique montre en bleu l'évolution du chiffre d'affaires du site au cours des hivers après 2013. Il fluctue fortement et baisse au fil des années. Malgré la mobilisation d'une partie de la population pour le maintien du domaine skiable, le gestionnaire dit ne plus pouvoir financer les investissements nécessaires pour poursuivre l'exploitation. Et le site est mis à l'arrêt en 2023. C'est toujours une décision qui est difficile à prendre et souvent les municipalités sont contraintes à opérer ces mises à l'arrêt alors que les populations locales tiennent à ces domaines skiables. Il peut y avoir des conflits, des tensions. Donc ce motif économique, il est relié à tout un ensemble de facteurs d'obsolescence, de vulnérabilité. Voici maintenant des stations à l'arrêt dans le Vercors. Ces cas ont été étudiés par d'autres géographes qui expliquent en gros que derrière le motif économique, il peut y avoir plusieurs réalités. Par exemple, des aménagements mis en place parfois sans réelle considération de la rentabilité économique, ou des mises aux normes dont le coût ne peut pas toujours être supporté par les gérants. Autre difficulté, la concurrence d'autres stations qui peuvent avoir un domaine skiable plus vaste. Ou encore le fait que ces petites stations s'adressaient à des clientèles plutôt locales et familiales qui sont aujourd'hui peut-être moins enclines à pratiquer les sports d'hiver selon cet article. Si on reprend le fameux téléphérique des glaciers, la fermeture en 1951 s'explique en partie par le vieillissement des infrastructures et par la concurrence de nouveaux domaines dans la vallée du Mont Blanc. Autre exemple, au col de l'Arzelier, des actes de vandalisme, notamment sur une dameuse, se sont ajoutés aux difficultés économiques.
Malgré un financement participatif, la station n'a pas pu être maintenue. Mais il y a un autre facteur aggravant qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans un grand nombre de fermetures depuis les années 1980. C'est le manque de neige. L'article sur le site de la Sambuie indique qu'au cours des 50 dernières années, sous les 2000 mètres, une réduction d'environ un mois de la période d'enneigement a été constatée. Cette baisse de l'enneigement, elle peut être plus ou moins prononcée, par exemple en fonction de la situation géographique, de l'altitude ou de l'orientation des pistes, mais elle revient dans de nombreux cas. Ils étaient installés en gros dans une pente qui est complètement sud, à une altitude qui est assez modeste. Par évidemment manque de neige, le téléski était inutilisable. Le changement climatique avec cette évolution des températures ces dernières dizaines d'années ont fait que la limite plus neige a largement augmenté en altitude. Céus 2000 et le col de l'Arzelier ont eux aussi connu plusieurs hivers avec de mauvaises conditions d'enneigement qui ont contribué à la baisse des revenus. Face à ça, plusieurs stations tentent par exemple de mettre en place des canons à neige, mais cela coûte cher et ne suffit pas toujours. Pour résumer, on peut jusqu'ici regrouper les fermetures des stations au fil des années, ici en rouge, en 4 grandes phases. On voit déjà des centres de ski fermés dès les années 50. À partir des années 70, le phénomène devient régulier avec au moins une fermeture de site par année. La fin des années 80 a été marquée par des hivers assez difficiles avec très peu de neige et beaucoup de sites de la moyenne montagne, je pense au Massif central, ont cessé d'être exploités à cette période. Depuis les années 2010, il y a à peu près une quarantaine de sites qui ont fermé avec une moyenne de 2 ou 3 fermetures par année. Et demain, comment ces abandons pourraient évoluer ? Alors je suis tombé sur ces travaux scientifiques de 2023. Ce tableau qui en est adapté estime qu'avec une hausse de la température mondiale de plus 3 degrés, et bien dans les Alpes françaises, 93% des stations seraient exposées à un très haut risque de manque de neige. Avec 25% des pistes couvertes de neige artificielle, ce risque pourrait descendre à 15%. Cela pourrait permettre d'avoir plus de chances de sauver des stations, mais pourrait entraîner des conséquences, par exemple sur la consommation d'eau. Alors je vais vite là-dessus car c'est pas le sujet, mais dites-moi si ça vous intéresse que je creuse ces questions à l'avenir. Toujours selon cette estimation, en moyenne montagne par contre, même avec de la neige artificielle, ce serait entre 75% et 100% des stations qui connaîtraient un risque très élevé. Ok, mais face à ces risques d'abandon à venir, que faire ? Déjà, j'ai pu voir que ce document rappelle que moins de stations sont exposées à des risques de fermeture si la hausse des températures mondiales est seulement de plus 2 degrés ou de plus 1,5 degrés. Je suis aussi tombé sur ce rapport de la Cour des comptes de 2024 qui recommande entre autres de mettre en place un fonds d'adaptation pour financer les futures déconstructions des installations obsolètes, mais aussi pour financer des actions de diversification pour que des stations de ski puissent servir à d'autres activités. J'ai aussi posé la question à Pierre-Alexandre Métral. Les domaines skiables, alors surtout dans la moyenne montagne, vont être à moyenne échéance confrontés à se poser la question de la fin du ski, oui ou non. On a vu qu'il y avait beaucoup de reconversions, donc l'enjeu c'est d'arriver vers cette transition, ce passage du ski à l'après-ski. Selon Pierre-Alexandre Métral, il existe plusieurs formes de transition, mais les transitions anticipées et planifiées sont celles qui peuvent le plus permettre de limiter les effets néfastes d'un changement brutal. Le mieux c'est qu'elles s'opèrent d'une manière assez progressive, entre 15 et 20 ans. On a une expérience avec toutes ces fermetures sur des bonnes pratiques et des écueils aussi en termes de gestion de la désactivation de ces domaines skiables. Et puis en termes de démantèlement, on voit qu'il y a du laisser-faire et qu'il y a besoin aussi d'un meilleur accompagnement. La fin du ski, c'est pas la fin de la montagne, loin de là, mais au contraire, c'est une nouvelle page qui se tourne et un nouveau récit qui est inventé pour ces anciens sites alpins. Si vous suivez cette série depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué qu'on a changé le nom. Tous les épisodes sont désormais dans la playlist Lucas explique sur la page de Brut. Merci à Azilis qui m'a bien aidé sur l'écriture et à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain.